Ah, je l'aime bien, mon petit bol chanteur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 7 janvier 2019. Alors hier, une grosse effervescence. Jean Drock a dit que quelqu'un était décédé et il n'est pas décédé, c'est une fake news. D'abord, c'est pas une fake news. Ça n'a jamais été une fake news. C'est une interprétation d'une actualité qui s'est contredite. C'est pas la même chose. J'ai adoré. Ouais, vous feriez mieux de vérifier vos sources. Ça, c'est toujours les. Je vais pas les insulter, mais ce serait leur rendre hommage. Mais c'est tous ces petits pervers narcissiques qui sont des jaloux profonds et ridicules et qui veulent nous donner des leçons. Alors l'homme en question, qui avait fait une vidéo en larmes, bouleversé, dans un état pas possible, déclarait que son ami, ils étaient partis de Belgique ensemble, était décédé des suites d'un tir de flashball en plein visage. Il l'a cru morte. Il l'a cru morte. Elle ne bougeait plus, elle perdait beaucoup de sang, les secours ont mis beaucoup de temps à arriver. Ensuite, elle a été embarquée. Il a cru morte. Et donc, convaincu par son émotion, par un moment de panique ou une certaine forme d'hystérie, mais qu'on peut comprendre, hein, c'est mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Il a paniqué et il s'est exprimé. C'est pas la raison qui a parlé, c'est le cœur. Et nous, quand on a vu cette vidéo, on était bouleversés. On s'est dit, c'est pas vrai, ils en ont tué encore une. Ensuite, il y a eu un second témoignage d'une femme, une soixantaine d'années, tout aussi sincère, hein, tout aussi bouleversée intérieurement, on le voit bien, hein, du début jusqu'à la fin de sa vidéo, qui confirme le décès de cette personne. Donc, fort de ces deux vidéos, nous en avons conclu que c'était un fait avéré. Ensuite, ouais, c'est pas vrai, elle est pas morte, patati patata. Et alors là, c'est là où tout se met en branle. Sans être grossier, c'est la machinerie qui se met en branle. Et là, fake news, machin, patati patata. Là, c'est le double langage. Là, on est vraiment témoin de la manipulation médiatique, double langage. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que on considère que d'avoir déclaré cette femme décédée, Coralie, c'est un crime de lèse-majesté. Alors, je vous arrête tout de suite. Tout de suite. Nous, on n'a tué personne. Nous, on a tiré sur personne. Nous, moi particulièrement, je n'ai blessé personne. J'ai du respect pour chacun, pour la police, pour tout le monde. Je suis toujours extrêmement respectueux vis-à-vis de chacun. Donc, je n'ai pas commis de crime sur ce point. J'explique, hein, je ne me justifie pas, j'explique la situation. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est le coup monté après coup. C'est-à-dire que on fabrique une histoire qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir d'un fait réel, c'est-à-dire que cette femme a été blessée au visage par un tir de flashball, alors qu'il est interdit pour les forces de l'ordre de tirer au visage. Ils ont des viseurs spécifiques qui leur permettent de cibler la partie à toucher. Et ils ciblent systématiquement le visage. Donc ils sont hors la loi. Ils sont criminels. Et parce qu'on dit que la personne qu'ils ont handicapée à vie, parce qu'elle va sans doute perdre son œil elle aussi, ou je ne sais quoi, elle va peut-être avoir des problèmes psychomoteurs, j'en sais rien. Mais peut-être. Mais au lieu de penser à ça, ouais, vous avez dit qu'il était mort, et c'est même pas vrai. Est-ce que vous êtes complètement débile ? Pas vous, pas les bienveillants, mais ceux qui disent « Eh, vérifiez des informations, ouais, ça va pas ça !» Eh, primo, nous ne sommes pas une agence, je ne suis pas une agence de presse, primo. Ensuite, je commente l'actualité qui nous est distribuée, donc je fais de mon mieux.
Et si vous n'êtes pas content, vous allez vous faire voir ailleurs. Je vous ai déjà dit, il ne faut pas vous forcer, il ne faut pas vous faire du mal, ça ne sert à rien. La vie est déjà tellement difficile comme ça. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire de Coralie, c'est que cette femme a été blessée. Mais ça, personne n'en parle. Ah non. Ah non, elle n'est pas morte. Quoi? Elle n'est pas morte? Oh ben alors pourquoi que t'en parles? C'est pas vrai ça. Pourquoi t'en parles? Ben j'en parle parce que, pour moi, quelle que soit la personne, blessée, alors qu'elle est pacifiste, alors qu'elle est pacifique, ça n'excuse absolument pas le comportement des forces de l'ordre. C'est tout. Maintenant, si vous considérez que c'est trop, ben allez voir ailleurs, allez voir là-bas si j'y suis. Et c'est ce qu'on se disait quand on était gosse. À des copains qui nous embêtaient. Eh, va voir là-bas si j'y suis. Et puis il y allait, mais t'y es pas. Non. Ben non, puisque je suis là. Oh, c'était gentillet, c'était pas méchant. On a tous fait des blagues comme ça, comme Macronescu nous fait des grosses blagues aussi. Ce matin, j'ai mon ami Jean-Paul Cropland. C'est un frangin, Jean-Paul, pour moi. C'est un homme remarquable, extrêmement brillant, lumineux, qui souffre terriblement dans sa chair parce qu'il a une maladie de Parkinson, c'est très difficile. Et il souffre parce que c'est un hypersensible, c'est un homme brillant, lumineux, comme je l'ai dit. Et il souffre de voir toutes les situations parce que lui, c'est ce qu'il, comme il le dit lui-même, je suis un matheux, moi. Mais il calcule tout. Il calcule tout, il calcule 15 coups à l'avance. Il y a du génie chez Jean-Paul, une grande modestie et du génie. Et il nous a gratifié de 2 lives ce matin. Très bien. Toujours très bien parce que des fois, il se perd. Ça, c'est la maladie, la fatigue, il n'a pas dormi de la nuit. Puis après, quand il revient, il recerne le sujet et on a des minutes comme ça qui sont admirables, mais absolument admirables, où on touche le sublime de la réflexion. C'est ce que j'aime beaucoup chez Jean-Paul. Alors Jean-Paul, c'est le brut de décoffrage, hein. Attention, c'est un katana qui va sabrer et découper les choses en deux, pas avec violence, mais avec brutalité, brusquerie. Mais c'est d'une brusquerie extrêmement honnête et droite. Et ça, c'est formidable de trouver des gens bons, des gens droits ou des gens drocs. Et j'ai beaucoup de plaisir à écouter mon ami. Et ça serait bien que vous l'écoutiez parfois. Même si, vous voyez, un espèce de vieil ours qui grogne comme ça. Mais je vous assure que derrière les grognements, il y a des choses lumineuses. Bah maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire plus de ça Ouais. Il y a autre chose. Je me suis levé ce matin et toujours dans mes réflexions, c'est comme Jean-Paul, on ne peut pas dormir, on est toujours en train de réfléchir, en train de penser, on n'y arrive pas, on peut pas ne pas penser, c'est pas possible. C'est comme si on était branché quelque part avec quelque chose. Quand j'étais peintre, ma mère me demandait mais comment tu fais pour faire tout ça? Qu'est-ce que tu penses quand tu fais tout ça? Et je disais, mais je suis branché.
Elle m'a dit, mais t'es branché, mais avec quoi t'es branché? Je disais, mais avec la source. Alors c'est difficile à comprendre, mais tous les créateurs, écrivains, musiciens, peintres, maçons même, parce qu'il y a des maçons géniaux, il y en a dans toutes les professions, hein, tout le monde a, comme le disait Jean-Paul très justement ce matin, tout le monde a des talents exceptionnels, sauf qu'il ne sait pas toujours les exploiter. Eh bien, tous ces gens-là comprennent. Parce que quand nous sommes dans une espèce de concentration, c'est pas une espèce, c'est une concentration, mais particulière, c'est comme un sommeil paradoxal, mais éveillé. On capte beaucoup de choses et parfois c'est pas la main qui dessine, c'est pas la main qui tient le pinceau qui peint, c'est quelque chose qui vient de très loin, qu'on n'explique pas. Et tout le monde a ça, sauf que il faut se laisser aller. Il faut, comme dit mon ami Simon, qui est médecin, il m'avait dit un jour, il m'appelle mon grand, il me dit, mon grand, tu sais, il faut apprendre à lâcher prise. Il m'avait dit ça il y a 20 ans. Et ça m'est resté, ce lâcher prise. Et j'ai dit, mais tu as tout à fait raison, Simon, c'est exactement ça. On doit apprendre à lâcher prise. Eh bien, quand vous êtes en colère, quand vous êtes en rage, lâchez prise pour essayer de comprendre ce qui se passe. Actuellement, j'essaye de regarder, alors je suis bouleversé et choqué de cette violence, et j'essaye de ne pas trop mettre d'affect, ce qui est très difficile parce que quand on a de l'empathie, automatiquement on met de l'affect. J'essaye de ne pas en mettre trop dans ce qui se passe pour essayer de comprendre. Et on est aussi attaqué de toutes parts par des soldats du système qui sont là exprès pour nous déstabiliser et nous pousser à devenir des partisans pour, des partisans contre. Et qui ne concernent pas particulièrement les gilets jaunes, mais tous les sujets. Par exemple, hier, on a eu sur le chat un troll qui n'arrêtait pas de nous parler du sionisme, de machin, de trucs, ok. À partir du moment où un crétin se met à parler d'un sujet aussi dur, difficile à comprendre et à exploiter, j'en ai parlé, moi, du sionisme, beaucoup, je l'ai expliqué dans mon livre « La vérité vous affranchira », à tel point que même des amis en Israël m'ont dit « mais tout ce que vous avez dit est juste ». Eh bien, quand on utilise cet argument pour favoriser la haine du juif, par exemple, la haine d'Israël, eh bien, on est dans un facteur de dissimulation et d'opposition. C'est-à-dire qu'on a choisi de développer un sujet pour créer et réveiller la haine, et on avait exactement le même système organisé par les nazis à partir des années 30. Après la crise de 29. Parce que les années 30 commencent en 1929, en fait. Cette crise économique va balayer le monde entier. Le monde entier. En balayant le monde entier, ça va créer des situations de misère absolue, de ruine totale. On l'a bien vu, hein, la dépression aux États-Unis, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu partout. Les gens ont tout perdu, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui boursicotaient, ont tout perdu, d'autres se sont enrichis à milliards. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On a eu d'abord une crise en 2008, ça a été pareil. Hein. Après, il y a eu Bernard Madoff, tout ça, tout ça ensemble. Hein. Et tout ça, c'est des coups des banquiers. Tout ça, c'est organisé, c'est volontairement organisé. Alors, on en a arrêté certains, oui, c'est vrai. C'est vrai, on en a arrêté, Madoff est en prison. Bon, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. C'est pas parce qu'on va le mettre en prison que ça change le fait que ça a complètement détruit le système économique. Or, ce qui se passe actuellement, c'est la même chose. Avec l'Europe, l'Europe a détruit le système économique, hein, de la même façon.
parce que ce sont des gangsters, hein, on le voit bien. Et ça a provoqué l'Europe, la ruine des peuples. Et ça, c'est fait exprès. Et si aujourd'hui les gens ont faim, c'est pour les mêmes raisons, parce que ça a été provoqué, c'est voulu. Dans les années 30, la ruine des peuples. Ensuite, on va commencer à reprendre petit à petit. Les banquiers sont toujours derrière, évidemment. Ce sont eux qui organisent tout. Et on va favoriser des extrêmes. Parce qu'il faut canaliser la colère des peuples, la colère des pauvres. Moi, j'en ai marre de l'antisémitisme. Vraiment, c'est quelque chose qui m'exaspère. C'est pour ça que tous les commentaires sur le sionisme, je les supprime, parce que c'est un antisémitisme larvé. Et là, je rejoins BHL pour la déclaration qu'il avait faite et que j'ai reprise en l'attaquant, en disant que c'était n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi du point de vue historique, ce qu'il dit, mais du point de vue social aujourd'hui, parler du sionisme, se servir du sionisme, crée inévitablement de l'antisémitisme dans le ressenti. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Il faut en parler intelligemment. C'est ça la différence. Il ne faut pas en parler en considérant le sionisme et en assemblant tous les juifs du monde autour du sionisme. C'est comme si vous faisiez de tous les musulmans des membres de Daesh ou de Al-Nosra. C'est absolument ridicule, c'est absolument stupide. La majorité des musulmans sont pacifiques et pacifistes. Ne croyez pas. Ils n'ont pas envie non plus, les musulmans de France, ils n'ont pas envie non plus de mettre des bombes sur le ventre de leurs enfants. Hein. Il faut arrêter de penser ou de délirer à ce niveau-là. Il y a des extrémistes, oui, mais tous ces extrémistes sont des gens qui sont perdus dans leur esprit, perdus dans leur foi, qui ne sont pas à la hauteur de l'amour qui est inculqué à travers certaines paroles de l'islam, parce que tout n'est pas que haine. C'est pareil dans la Bible. Hein. Dieu n'est pas tendre hein, dans la Bible. Le Dieu des Hébreux n'est pas tendre. Hein. Moïse n'est pas tendre. Jésus est loin d'être tendre. C'est un homme très violent. Quand il a chassé les marchands du temple, il les a chassés avec une violence sans faille. Quand Moïse a battu les Égyptiens, de la même façon. Donc, il faut savoir raison garder par rapport à cela. Et dans toutes les situations de crise, on va essayer de trouver inévitablement un bouc émissaire. C'est toujours la recherche du bouc émissaire. La plupart du temps, le bouc émissaire, c'est le juif. Mais depuis toujours, hein, c'est le juif. Après la guerre d'Algérie, c'était l'arabe. L'arabe, le bouc émissaire. On en a ramené en France, on les a mis dans des bidonvilles, dans des conditions épouvantables, on les a traités pire que des chiens. Ensuite, on a essayé d'améliorer la situation, mais comme on voulait garder quand même un problème avec eux, donc on a tout fait pour ne pas leur permettre de gravir les échelons sociaux, enfin l'échelle sociale, et on a ce qu'il y a actuellement dans les cités, c'est-à-dire qu'on a le pire, puis on a le meilleur. Ils ne sont pas tous des gangsters, des voyous, des trafiquants de drogue. Pas du tout. Pas du tout. Donc il ne faut pas généraliser. C'est vraiment ce problème de généralité qui devient pénible en disant ouais, tous les juifs, patati, c'est à cause d'eux. Oui, c'est à cause d'eux. C'était le discours d'Hitler. C'est pour ça qu'il a été très aimé, Hitler. Parce que les juifs, qui étaient des juifs d'Europe de l'Est, qui arrivaient en Allemagne, travaillaient énormément. Ils n'ont rien volé à personne. Hein. C'était la plupart du temps des personnes qui ont commencé tout petit et puis qui, petit à petit, l'oiseau fait son nid et ils y sont arrivés à force de travail. Je vous rappelle quand même qu'à Vienne, au XIXe siècle, le concours de médecine de l'école de Vienne autorisait aux étudiants juifs 0 erreur. Tous les étudiants d'autres confessions avaient le droit à 50% d'erreur.
malgré tout, on avait des médecins juifs. Et on va quand même pas... Semmelweis, c'est lui qui est médecin juif hongrois. C'est quand même lui qui a inventé c'est pas l'obstétrique moderne, mais la gestion de l'obstétrique moderne, c'est lui. Il a été persécuté. Bon, il aurait attrapé la syphilis et il serait mort dans un asile ou assassiné, je ne sais pas, mais Semmelweis, c'est un médecin absolument extraordinaire. Et c'est pas le seul. Il y a énormément de médecins d'origine juive qui sont d'une compétence absolue. Donc il faut arrêter. Vous croyez qu'on leur a donné leur diplôme? Mais comme n'importe quel autre, ils se sont battus et ils ont travaillé extrêmement dur pour les obtenir. C'est parce qu'il y a une opiniâtreté, il y a une volonté d'apprendre et peut-être d'être le meilleur. Je ne sais pas, mais peu importe. Il y a des musiciens, les plus grands musiciens, les plus grands auteurs. C'est comme ça, c'est comme en Turquie, les plus grands intellectuels turcs sont kurdes. Et on ne pourra pas l'enlever, on va quand même pas les critiquer pour ce qu'ils sont. Donc je pense qu'il faut que ça cesse. Il faut que cesse cette colère que l'on a contre les juifs, parce que c'est pas votre voisin qui prend une matraque pour vous taper dessus. Hein. Alors, c'est toujours pareil. Il y a les bons, il y a les mauvais, mais c'est partout pareil. En Afrique, il y a des gens qui sont très bien, qui sont formidables, et puis il y en a qui sont odieux. C'est... Non, il faut que je réponde à cela. Excusez-moi. Donc, arrêtez avec vos histoires de sionisme. C'est comme les gens qui nous parlent des Illuminati. Vous avez des noms? Ah, c'est les Illuminati. C'est qui les Illuminati? C'est qui? Ben, je ne sais pas, moi. Ben alors, travaillez sur le sujet. Arrêtez de répéter bêtement. On est dans l'ordre de la répétition. On est dans l'ordre du mépris. Du mépris de classe, du mépris de religion, du mépris d'individu. Parfois, moi, je vais prendre un café avec des amis musulmans. Ils sont tous retraités. Il y a le boucher, il y a Omar qui lui est retraité, qui fait son jardin. Il y en a un autre, et ci et ça. Et je crois que c'était... comme je sors assez peu, puisque je travaille énormément, un jour, je me suis assis à leur table et j'ai pris un café. Et puis on a discuté en toute amitié, on a rigolé, c'était très sympa. Et en partant, ils m'ont remercié. Merci d'avoir pris un café avec nous. Et j'étais choqué. Je dis, mais pourquoi vous me remerciez? Merci. Voilà. Ça veut dire qu'on continue à pestiférer les gens alors qu'on vit ensemble. Alors qu'il n'y a pas de problème de communication. Alors arrêtez. Alors j'ai discuté avec un autre monsieur, et lui, il avait un discours proprement antisémite. Mais on a discuté en bonne intelligence, et à force, il a compris que tous les juifs, ils n'étaient pas méchants. Parce qu'il m'avait dit, ah oui, moi je connais des gens, ils sont juifs, mais ils sont très gentils. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Il me dit, quoi? Vous dites, ils sont juifs, mais ils sont très gentils. Ça veut dire que les autres, ils sont très méchants? C'est insupportable. C'est pour ça que je bloque tout maintenant. Alors oui, je fais de la censure. Oui, oui. Mais on parlerait des musulmans ou des arabes de la même façon, je serais tout aussi intolérant. Hein. Je serais intolérant. Et je le dis tout de suite à tous ceux qui ont les mauvaises intentions d'essayer de fabriquer le conflit à l'intérieur du chat, où hier, je ne regrette pas du tout les personnes qui ont été malheureusement bloquées, parce que c'était beaucoup plus calme. C'est drôle, non? C'est drôle comme certaines personnes arrivent juste pour semer la zizanie. Semer le doute, créer le conflit. Mais c'est exactement la technique employée par Macronescu et ses amis. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, et c'est une véritable inquiétude personnelle, c'est
une crise économique, une inflation, une déflagration terrible, une reconstruction difficile, les extrêmes qui utilisent les oppositions sionistes, juives, arabes, musulmanes et tout ça pour créer l'hyper-conflit, et après, un sentiment national et une guerre. Alors déjà, il ne faut même pas y penser. Faire une guerre contre la Russie, c'est la folie absolue. Les Russes sont des soldats surentraînés. Les soldats français font pas le poids. Je suis désolé, hein, mais même les généraux le savent. Hein. L'état de l'armée en France actuellement, l'état technologique et l'état militaire est catastrophique. Catastrophique. Je ne crois pas qu'on soit à la hauteur de combattre ou de nous opposer à la Russie, à la Corée ou à la Chine. Ah là, vraiment, là, il n'y a pas de... Non. Alors, je vous l'ai déjà dit, les guerres sont faites par les banquiers et les marchands d'armes, les vendeurs de céréales. Mais elles sont faites pour envoyer les gens se faire tuer, les jeunes se faire tuer. Si les jeunes font comme Boris Vian, Monsieur le Président, quand il lui dit qu'il écrit cette lettre pour ne pas aller à la guerre, eh bien, faites que vos enfants soient objecteurs de conscience. Ne faites pas le jeu de ces criminels. Ils n'ont qu'à aller à la guerre, eux. Parce que c'est toujours le père qui déclare la guerre pour envoyer son fils qu'il ne supporte pas se faire tuer. Oui, oui, absolument. Parce que c'est sa concurrence. C'est tout ce qui ne sera pas. Donc, faites des objecteurs de conscience. C'est très important. La vie ne vaut pas d'être gâchée pour des financiers satanistes qui devraient y aller, eux, au combat. Les gros ventripotents, bourrés de pognon, qui fument du cigare à longueur de journée. Ça suffit. Allez-y vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. À présent, alors hier, je me suis trompé, hein, mais vous savez, je vous l'ai dit, hein, errare humanum est, hein, l'erreur est humaine, la bêtise aussi, je le sais. J'en conviens, j'en conviens. Alors hier, je vous ai parlé de ce boxeur qui m'avait très très impressionné, en disant que j'ai trouvé ça très étrange. Et puis, très très vite, on a eu des informations sur lui. En fait, c'est un boxeur professionnel, mais... attendez, est-ce que c'est ça? C'est un boxeur professionnel, Christophe Détinger. Il paraît que c'est un très gentil garçon. C'est un monsieur très gentil, c'est pas du tout un voyou, et il est certainement pas d'extrême droite, même s'il a le crâne rasé. C'est comme ça. Alors, il y a une comparaison qui se fait que je trouve assez intéressante, c'est celle-ci. Celle-ci, donc je vais vous le lire. Alors, Didier Andrieux contre Christophe Détinger. Didier Andrieux, élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 01-01-2019, a été filmé en train de frapper plusieurs personnes avenue de Vauban, à Toulon, lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. On peut le voir enchaîner une série de coups de poing dans la tête d'un homme qui est dos au mur. Christophe Détinger a frappé des gendarmes protégés par leurs boucliers et leurs casques. Il est recherché par la police aujourd'hui. Alors, il semblerait que le fonctionnaire de police avait déjà été l'auteur d'une manchette à un major de police dans les locaux de la Sûreté départementale à Toulon. Soutenu par cette direction, Didier Andrieux, chef du service d'ordre public et de soutien à Toulon, avait écopé de la plus petite des sanctions. Donc, on a là, mais d'ailleurs on le voit sur la vidéo, hein, je vais vous la montrer, le type, il attaque carrément pour rien, quoi. Juste pour donner des coups de poing dans la figure.
l'un des papas d'une victime qui est en garde à vue encore. Bon, il est furax, le père, hein, on va essayer de retrouver. Alors, je cherche, hein, je cherche. Bon, en attendant que je trouve un monsieur qui témoigne. Monsieur Macron, je suis désappointé et j'ai horreur d'être désappointé. Je m'appelle Yann Kos et je suis gilet jaune dans le 66. Je suis aussi père, et c'est à ce sujet que je m'adresse à vous, vous le petit homme lâche nommé Macron. Je viens d'avoir ma fille Xana au téléphone, gilet jaune sur Montpellier. Elle a été chopée par vos CRS hier, samedi 5 janvier, lors de la manifestation sur Montpellier. Elle a été traînée et tabassée à terre par plusieurs de vos cafards armés. En finale, ils l'ont laissée à terre à demi inconsciente avec le crâne ouvert. 5 points de suture, monsieur le président. Vous savez ce que c'est que d'avoir le crâne ouvert, monsieur Macron? À coup de matraque? Bien sûr que vous ne savez pas ce que je ressens. Vous n'avez pas d'enfant. Pour cela, entre autres, que vous n'avez rien à faire de notre futur. Vous n'avez pas de descendance. Moi, je défends le futur de mes enfants et petits-enfants. Et il est grand temps que vous partiez. Hors de France, de préférence, roi Mac. Car ici, vous ne pourrez plus jamais sortir dans la rue sans protection. Comment, en tant que président, vous osez donner des ordres de tabasser le peuple français? Comment avez-vous osé donner l'ordre de tuer ma fille? Car vos cafards l'ont bien laissé sur le carreau avec le crâne ouvert, avec le sang qui giclait. Comment ces hommes pourront-ils nettoyer leurs armes couverts de sang français? Les droguez-vous pour qu'ils prennent autant de plaisir? Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Et en plus de mort. Son crâne a été défoncé, monsieur le président. Alors vous allez nous rendre visite, nous les familles victimes dont les enfants ont été blessés, marachés ou tués, comme vous l'avez fait aux familles victimes du terrorisme? Monsieur le président, vous êtes le terroriste le plus dangereux pour notre nation, la France. Je crains fort que la loi du talion prenne effet si vous ne quittez pas la place que vous avez usurpée à notre insu. Vous voulez le chaos pour créer une dictature, vous avez le droit de vie ou de mort sur le peuple. Nous ne pouvons pas accepter de nous résigner à ce futur. Je ne peux pas accepter que vous ayez tenté de tuer ma fille Sanon. Alors, s'il vous plaît, ne me parlez plus jamais de démocratie, monsieur le président. Plus jamais de démocratie. Merci à tous. Bravo, monsieur. Nous sommes de tout cœur avec vous. Xana, votre fille, s'est fait défoncer le crâne, comme cette femme, Coralie, à coup de flashball hier. Au lieu de me dire « Ah, vérifiez vos sources !» Au lieu de me dire ça, vous devriez être content que cette femme ne soit pas décédée. C'est tout. On va reprendre. Bon, on va reprendre dans un autre ordre. C'est pas grave, on y reviendra, parce que les informations sont... Il y a pléthore d'informations, il faut l'admettre. Alors, Valeurs Actuelles a publié un article assez intéressant, je dois l'avouer. Parce que mine de rien, ça commence. Hein. Il y a un certain éveil aussi au niveau de la presse, elle est tellement détestée. On doit ça à M. Drahi, entre autres. Alors, Société, Valeurs Actuelles. Hein, je ne vous mens pas. Hein. Ouvrir le feu sur la foule. Des policiers demandent à Macron de s'expliquer. Voilà l'illustration. Comme ça, vous manquez de rien. Puis après, on parlera de la police. Le syndicat de France Police, le syndicat France Police, c'est pub encore, s'est insurgé lundi 31 décembre contre certains propos du président de la République sur la complaisance avec laquelle étaient traités les gilets jaunes. Les vœux du président Macron sont loin d'avoir fait l'unanimité. Une phrase en particulier a choqué les forces de l'ordre. Le syndicat France Police a immédiatement tenu à réagir. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Ça, c'est M. Macron. Évoquant les débordements qui ont émaillé les manifestations des Gilets jaunes, le chef de l'État n'a pas fait dans le détail. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France, a-t-il martelé dans son allocution. Il a ensuite insisté sur le fait que l'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Évidemment, quand on lit de tels propos,
on a juste envie de lui coller une tarte en lui disant ah ben Macronescu, ta gueule. C'est tellement pathétique, c'est tellement ridicule ce qui est dit par cet homme que ça en devient presque délirant. C'est délirant et d'une bêtise absolue, d'une méchanceté et d'une mauvaise foi. On est dans l'ordre de la mauvaise foi et ça devient insupportable que de devoir subir ces attaques, parce que c'est une attaque, hein, c'est une attaque intellectuelle, de la part d'un homme qui se prend pour un président et qui de loin n'en a pas la carrure. Alors ici nous avons... alors ça se passe en Hollande. Alors vous verrez, ça se passe en Hollande. Vous avez bien compris, ça se passe en Hollande, alors... No, not yet, baby. Ça se passe en Hollande, et là nous avons l'illustration de la dictature européenne. Alors, cette mère de famille, alors je ne vous parlerai pas en hollandais, c'est une langue que je ne maîtrise absolument pas, c'est des scrudébules, c'est un petit peu comme ça. Mais en tous les cas, les Hollandais, ils ont une maîtrise des langues étrangères absolument extraordinaire. Et donc, on demande à cette femme qui porte un gilet jaune, en soutien des gilets jaunes européens, de retirer son gilet jaune. Elle a son bébé, son berceau. Qu'est-ce qui se passe? Elle refuse. Ah bah, scrudébule, si tu refuses, bah tu vas dans le fourgon. Et ils ont pris cette femme. Voilà. Ça illustre la dictature européenne. Ça veut dire que c'est pas simplement en France. C'est partout. Ça montre le plan qui est mis en place par les commissaires européens et, je ne parlerai pas des Illuminati, je parlerai des Bilderberg. Parce que eux, on sait qui c'est. Et on peut les déterminer, on peut les pointer du doigt. Donc, c'est déterminé par ces gens-là qui répondent évidemment à des ordres qui sont donnés encore plus haut. Eux, c'est toujours le nivellement de la médiocrité par la médiocrité, c'est le syndrome de Peter, qu'on dit. Et on constate avec horreur que cette dictature s'applique partout. Partout. Et en Hollande, alors que c'est un des pays les plus tolérants d'Europe du Nord. Évidemment, il y a la Suède, il y a tous ces pays-là aussi qui sont très tolérants, mais de moins en moins, à cause de cette dictature européenne. Ce qui vous permet de comprendre le plan qui est envisagé et la volonté de crise économique pour aboutir à une troisième guerre mondiale, qui voudra nous opposer inévitablement à la Russie, qui est alliée à la Chine. Je vous rappelle quand même que la Chine, c'est 1,3 milliard de personnes. La France, c'est 66,6, hein, le chiffre de la bête. On ne fait pas long feu contre ces gens-là. Vous avez déjà vu les militaires chinois ou coréens, Corée du Nord, Corée du Sud. Je ne sais plus si c'est en Chine où ils ont une aiguille qui est plantée dans le col de leur... certainement, il y a des gens qui savent mieux ça que moi. Dans leur col de chemise, ça veut dire qu'ils sont obligés d'avoir le port altier, comme on dit, et s'ils baissent la tête, l'aiguille leur rentre dans la peau. Alors cette discipline-là, évidemment, les militaires français diront « ça va pas, c'est de la torture ». Oui, mais chez des millions de soldats, ailleurs, c'est le respect de l'ordre et de l'armée. C'est pas pareil. Ça vous montre le seuil de souffrance que sont capables d'endurer ces Asiatiques, ces Russes et les Français.
J'avais une amie japonaise, que j'ai toujours, hein, Yoshiko, une des premières biologistes du Japon, qui me disait les Coréens sont plus durs que les Japonais. Alors, s'il vous plaît, ne pensez même pas à faire un conflit contre l'Asie, hein, parce que c'est perdu immédiatement. Mais on le sait. Tout ça, c'est fait exprès. Bon, de toute façon, les guerres modernes seront différentes, mais néanmoins, il y aura beaucoup de morts. Et comme d'habitude, ce sera des morts civiles. Lisez mon livre, La vérité vous affranchira, vous verrez les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été plus importants au point de vue des victimes civiles, que ce soit en France ou en Allemagne, hein, c'est pareil. Hein. Ne croyez pas que les Alliés ont fait un excellent travail, hein, c'est pas vrai. Hein. Les bombardiers canadiens ou américains, ils ont bombardé des cibles civiles en France. Beaucoup. Et en Allemagne, j'en parle pas. Ça a été un cauchemar. Alors autre chose, ça c'était le 29 décembre, mais c'est pour vous montrer le discours, le double discours de BFM et de tous ces journaux télévisés qui sont la lie de la terre et qu'ils ne montrent jamais. Ça, c'était sur les Champs-Élysées. Ça, c'est pour vous montrer, si vous voulez, On va voir ces images de vidéosurveillance où l'on voit effectivement ces individus qui ont défoncé la porte du ministère. Oui, on va le voir aussi. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Alors, visiblement, les images tardent à arriver. Voilà. Donc, ce sont des images qui ont été filmées par les caméras du ministère. Hein. Nous sommes devant un secrétariat d'État, donc forcément, il y a des caméras. Peut-être que s'ils avaient été des vrais professionnels de la casse, ils s'en seraient doutés. On voit qu'ils portent pour la plupart des gilets jaunes. Ils filment la scène, c'est assez détendu. Ils parlent entre eux, ils rigolent. L'un d'eux va sonner à la porte du ministère pour que quelqu'un ouvre la porte. On voit qu'ils prennent pas la peine de dissimuler leur visage. On voit qu'il va se passer quelque chose et des commentaires. Incroyable, un engin de chantier. Bon, c'est pas un engin de chantier. Moi, j'ai lu un article et là, je l'ai vu, mais j'ai d'autres images. On va tout voir. Alors ça, c'est pour vous montrer que sur les Champs-Élysées, le 29 décembre, les gens étaient parfaitement pacifiques. Hein. C'est pas des casseurs. Hein. Les gilets jaunes ne sont pas des casseurs. Il faut se sortir ça de la tête. Alors, on va y revenir hein, au Fenwick. Et il y a même quelqu'un qui a dit qu'il a habité 20 ans dans le quartier. Alors, je sais pas si c'est vrai. Et il a dit, j'ai jamais vu un engin de chantier ou un engin de transport de palettes dans ce quartier-là. Bon, parce qu'il n'y avait pas que des gilets jaunes, hein. Il faut l'admettre. Attendez, réactiver le son. Oui. C'est M. Andrieux qui l'a parti. C'est le policier qui a boxé. Votre fils, en fait. Qu'est-ce que vous voulez, moi, le père, je reste inactif. On accuse votre fils de rébellion. Oui, de rébellion, voilà. Voilà au point on en arrive. Alors, moi, après, j'ai débordé aussi. Et là, votre fils, il est en garde à vue depuis 24 heures. Depuis hier, 44 heures. Là. Et Qu'est-ce que... La suite, on ne sait pas, il paraît qu'il attaque pour rébellion. Alors, la rébellion, je ne sais pas où elle est. De toute façon, moi, s'ils attaquent pour rébellion, j'ai toutes les preuves. Je prends un avocat, j'en ai un avocat des jeunes, et je continue, puis même je vais continuer de dire que j'ai eu des menaces contre moi. il a quel âge, votre fils? Mon fils qui a 51 ans et l'autre 48 ans. Celui qu'on voit boxer, il a quel âge? Celui qui a bossé, il a 51 ans. Et vous êtes tous les trois gilets jaunes? Oui. D'accord. Moi, on est venu pacifier, qu'on n'est pas venu pour se bagarrer. À côté de nous, il y avait plein de morceaux d'agglos. Personne de nous a ramassé des agglos parce qu'on n'est pas là pour ça. On vient manifester. Moi, je manifeste pour ma CSG, pour ma retraite et mes enfants pour le travail. Et donc là, il va être en garde à vue encore pendant combien de temps? Jusqu'à demain.
Le commandant vient de me parler. Justement, il a dit, le commandant lui-même a reconnu que c'est des enfants tranquilles. Et vous, ça vous a choqué de voir ça ou... Ah, énormément. Ma femme et moi, on ne dort plus. Ma femme a pleuré toute la nuit. Moi aussi, j'ai pas dormi d'ailleurs. Voilà, depuis hier, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi. Qu'est-ce que vous pensez de ce policier qui, à visage découvert, peut frapper? Pour moi, ce n'est plus un policier, c'est un voyou. Parce qu'on n'agit pas comme ça. On prend quelqu'un, on peut le prendre. Il n'y a pas de raison. Si on peut le prendre, mais on le prend poliment et on l'attache, on lui met les menottes et on l'amène. On n'a rien à dire. Il faut respecter la police. Je respecte la police et bravo la police. Je n'en dis pas plus parce que eux font le travail. Parce que s'ils ne seraient pas là, ça serait une débandade. Et on fait le travail proprement. On ne frappe pas les gens. Voilà. C'est tout ce que je reproche. Après, aux policiers, je leur dis rien. Ils font leur boulot, il y a une rébellion, il y a une machin, il y a une manif, ils font leur boulot. Après, des gens qui se conduisent mal, ils ont raison, je leur donne 1000 fois raison. Et vous avez porté plainte aujourd'hui? On va porter plainte. Oui, à partir de demain, avec les gilets jaunes, on va porter plainte. Attends, deux petites secondes. Quand vous avez su qu'il était décoré de la Légion d'honneur il y a une semaine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai dit que c'était un fumier, c'est que Macron s'est servi de lui pour en faire un pion. Voilà, et ni plus ni moins, c'est qu'un pion, une petite merde, malgré qu'il est grand. Et sur sa Légion d'honneur, est-ce qu'il faut lui retirer ou pas? Bien sûr, il faut lui retirer. La Légion d'honneur, on l'a donné à un combattant, pas à un con qu'on part pareil. Un quoi? Un con pareil. Pour moi, c'est un con, c'est un abruti, un mec comme ça. Comment mettre un homme type comme ça dans la police? Mais c'est lui qui a excité. Ses ordres, 400 personnes. Il a excité la provocation. Il a excité. Si on est là ce matin, c'est à cause Attendez, de on ça. voit pas bien votre visage, monsieur. Il a excité tout le monde. C'est lui qui a excité. Après, il y avait un noir, semblant qu'il avait une bouteille, il n'avait rien fait. Lui, après, il a boxé. Et après de là, il est venu sur mes enfants. Alors que j'étais là, moi, je suis leur père. Au contraire, je viens avec eux pour pas qu'ils fassent de conneries. Vous trouviez violent ce policier déjà? Très violent. Une saloperie. J'ai jamais vu une conduite d'un policier comme ça. Jamais. Mais la Légion d'honneur, peut-être qu'il y a monté à la tête. Il faut comprendre que Macron, avec Benalla et toute cette bande-là, c'est des pourris, des salopards. Roger Attard. Attends, ça s'écrit On comment? a de TRD, j'ai pas peur. Si Macron on a dit qu'il fallait le chercher, ben il a qu'à venir me chercher à moi. Voilà, cette pourriture. Merci Monsieur Attard. Merci Monsieur Attard pour ce témoignage sur le vif. Je vais essayer de vous retrouver les images en question parce qu'elles sont assez affligeantes sur cet homme. Affligeant. Puis après, j'ai autre chose à dire. Oui, il faut... Il y a des choses très graves qui se sont passées hier. Voilà, c'est ça. Ça, c'est encore... C'est cette scène-là. Comme vous le voyez, il y a des femmes aussi. Elles sont pacifistes, hein. Bon, bah, comme chacun le voit, hein, il n'y a aucune violence, hein, il n'y a aucune agressivité. Alors attends, moi je vais au croisement, là je vais passer devant les dîners et je vais descendre. Ça y est, ça arrive. Voilà, ça y est. Arrêtez là, oh!
Bon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison de cette agression, cette violence? On a vu que ces gens étaient pas violents, qu'ils étaient pacifiques. Ils ont répondu aux insultes. Ok, c'est pas un crime, ça. Et qu'est-ce qui a justifié que ce policier vienne lui taper dans le visage avec cette violence? Il était menacé, peut-être? Il a eu la Légion d'honneur pour ça? On décore vraiment n'importe qui aujourd'hui. Alors une chose qui est très très grave, qui a été publiée, témoignage à Nantes. Je vous laisse lire vous-même. On va y venir. Alors, témoignage, frappé et humilié dans une arrière-cour. Il s'est passé samedi 5 janvier, un événement d'une exceptionnelle gravité à la fin de la manifestation. Une séance de punition et d'humiliation collective, comme celle des enfants, vous vous souvenez, dans une cour privée, à l'arrière d'une enseigne de fast-food, le long cours des 50 otages. Non, je ne peux pas répondre là, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, en dehors de tout cadre légal, c'était à 18h30, à la fin de la manifestation, une trentaine de manifestants pris au piège par les gaz ont été molestés, d'autres frappés au sol à l'abri des regards. Un jeune homme a eu les 2 chevilles fracturées en tentant de s'enfuir. Tous ont eu très peur. Témoignage d'une manifestante. Un premier gazage nous a obligés de reculer avec un ami et sans s'en rendre compte, nous nous sommes retrouvés piégés, attaqués par la BAC. Ils ont lancé de la lacrymogène pour nous asphyxier sans qu'on puisse partir. On ne voyait plus rien, on ne pouvait plus respirer, les gens couraient comme des lapins, et comme quand on regardait en l'air, ça ne s'arrêtait pas de pleuvoir. On ne pouvait plus sortir du nuage. Je criais « Stop, arrêtez !» On a compris, mais ça n'arrêtait pas. Un petit groupe s'est réfugié dans le resto près de l'Hippopotamus. Tout le monde était en train de s'étouffer. Les gens étaient par terre, affalés sur les tables. Les personnes sont allées derrière le bar pour nous servir de l'eau, du Malox. Puis les salariés nous ont ouvert la porte de derrière, ce qui nous a permis de reprendre nos esprits. Certains sont ressortis par devant. Nous sommes restés pensant pouvoir passer par derrière. Mais les CRS sont venus nous chercher en hurlant « Plus personne ne bouge, c'est fini les conneries !» On nous a obligés à nous allonger par terre. J'ai pris 3 coups de matraque gratuitement. Autant vous dire que je ne représentais aucune menace. J'ai gueulé sur le mec pour qu'il arrête de me taper. Ils m'ont fait vider mon sac, virer le masque. Un CRS a voulu écraser mon téléphone. Décidément, il n'appréciait pas qu'une femme puisse être là. On est sortis un par un. Ils nous ont pris en photo, avec une pancarte, avec notre nom, prénom, adresse. Je ne suis pas la seule à m'être pris des coups de matraque. On était juste KO, c'était de la vengeance pure et simple. Une autre manifestante. Vers 18h30, on décide avec mon copain de retourner une dernière fois avec le groupe de gilets jaunes vers la préfecture. Feu d'artifice, ambiance sympa. Quand on arrive, les lacrymogènes. On recule sur le boulevard, coincé par les CRS et la BAC. De tous les côtés. Obligé de se réfugier dans un restaurant en crachant nos poumons. On essaye de fuir par l'arrière-cour et on constate qu'il n'y a pas d'issue. 5 minutes après, les CRS débarquent avec une vingtaine de manifestants. Nous avons bien dû rester 30 minutes allongés par terre, par 3 degrés, avant que la BAC n'arrive et procède à l'identification par photo de tout le monde. Désormais, on est fiché dans leur dossier. Un manifestant. Fin de manif. NAS avec charge de la BAC et GLI F4. Gazage intense. Quelques dizaines de personnes environ se réfugient dans un fast-food. Impossible de faire autrement. Des palets de lacrymo entrent dans la pièce. On voit les gens suffoqués. L'endroit est petit. Il n'y a pas de fenêtre. On entend des « je vais mourir ». Une issue est trouvée sur une cour avec une porte de garage. Le bâtiment s'est retrouvé cerné. Les condés arrivent, 20 mecs de la CDI. Compagnie d'intervention. Matraquage à tout va, sur des mecs au sol. Les gens sont foutus au sol, avec les mains sur la tête. Contrôle, photos et des interpellations. C'était très tendu, surtout les blagues sur Zied et Bouna. Alors il y a un transfo énorme dans la cour, très flippant. Un autre manifestant. Je fais partie des personnes qui étaient dans la cour. Une personne a été hospitalisée à cause de son asthme. Nous nous sommes réfugiés dans le restaurant car l'air était irrespirable et on ne voyait plus rien. J'ai pu sortir mon téléphone discrètement. Ils m'ont menacé de jeter ou casser le prochain téléphone qu'ils trouveraient. On était piégés. Le chef des CRS a tapé un gars dès qu'il est rentré dans la cour. Il nous insultait. Un photographe. Énorme traquenard avec prise en sandwich.
La BAC a vidé ses munitions et fait des tabassages. Certains, dont moi, ont eu la chance de pouvoir s'en tirer. Alors, monsieur Castaner, justification, je vous prie, parce que là, vraiment, vous dépassez les limites. Vous êtes des criminels et des assassins. Alors, là, on va... Autre petit témoignage. La preuve en image. BFM, vous êtes où? Je vous ai payé combien les journalopes? C'est que dalle. Ah là là, les crapules. Vraiment, c'est... Ah, et puis alors, il y a quand même un type de chez Mélenchon qui a bien pris la parole hier. Et puis le journaliste BFM qui l'a insulté quasiment, hein, en lui faisant dire des choses qui n'étaient pas vraies. Bon, là, c'est pour le fameux porte-parole de l'Élysée. Franchement, dans ce quartier, qu'est-ce que fout un Fenwick? Avec les clés dessus. T'as raison. En pleine manifestation. Ça pue le coup monter, hein. Et ces mecs en noir, c'est qui? C'est pas des gilets jaunes, ça. Voilà, c'est juste pour dire, hein. C'est juste une petite réflexion. Hein? C'est pas beau, la vie? Bon, ça, c'est mon ami Jean-Paul. Ça, c'est... Ah, voilà, ça, c'est très bien. Ça, c'est... 25 000 manifestants à 15 heures dans toute la France selon la police. Je vais me lever là parce que comme ça je me tiendrai mieux. Premier bilan faites-vous de ce 8e samedi de mobilisation nationale des Gilets jaunes? Bonsoir, d'abord je m'étonne qu'avec les moyens dont dispose votre chaîne à travers toute la France, vous soyez malheureusement contraint depuis maintenant plus d'une demi-heure à diffuser des images de 3 scooters et une poubelle incendiée. Si vous avez, et c'est votre vocation, normalement le souci de l'information, je tiens à votre disposition de multiples images des mobilisations qui se sont tenues aujourd'hui dans le pays, de la place du Capitole à Toulouse qui était pleine de cette mobilisation pacifique, des images de la mobilisation à Lille aussi où on a vu un orchestre, on a vu une fanfare de gilets jaunes se produire avec une farandole, c'était dans une ambiance tout à fait bon enfant. Donc pour répondre à votre question finalement, eh bien je vois que le mouvement s'étend et s'approfondit suite aux vœux du président et suite à la fin de non-recevoir qu'il a adressé aux revendications justes des gilets jaunes. Et on peut se retrouver comme ça à commenter finalement toutes les semaines la même chose tant que le gouvernement n'entendra pas donner de réponse politique, puisque il y a 10 minutes à peine l'un de vos intervenants sur ce plateau disait que ces manifestations, le plus gros problème c'est qu'elles n'avaient pas de mot d'ordre. Ainsi, il y a des mots d'ordre, chacun peut les apprécier, peut-être certains d'entre vous ne les supportent pas, mais par exemple Macron démission, chacun peut s'en faire son appréciation, mais c'est un mot d'ordre puissant que l'on retrouve partout, de la même manière que la justice fiscale, le fait de vouloir refonder nos institutions, ce sont des mots d'ordre, et j'aime mieux vous dire aussi que, de mon point de vue, ce sont des mots d'ordre positifs, parce qu'ils portent l'injonction à un changement important, et je pense que ce changement important est une opportunité, plus qu'une menace, pour tout vous dire. Merci Monsieur Castaner de contribuer à la haine ambiante contre les médias. Deux choses pour vous répondre très rapidement. Contribuer à la haine ambiante. La question suivante. Non, la première, c'est qu'on a... Non, mais laissez-moi terminer s'il vous plaît. Je vous ai écouté, Monsieur Castaner, je vous ai écouté, vous m'écoutez 30 secondes et je vous repose une question. Je veux vous dire une chose, vous avez plein de gens aujourd'hui qui ont fait l'effort de se mobiliser, parce que pour plein de gens, se mobiliser, manifester pacifiquement, parfois se déplacer, faire des kilomètres, ça représente un effort. Puis, parce que pour certains, ils le souhaitent, quand ils rentrent chez eux, ils allument la télévision et ils espèrent voir un retour de ce qu'ils ont fait dans la journée, qui leur a coûté parfois, c'est de l'argent même de se déplacer pour pouvoir manifester. Et vous montrez exclusivement quasiment d'autres choses qui ne représentent pas dans son ensemble ce mouvement. Je dis pas que vous ne devez pas montrer aussi les scènes de violence, c'est votre métier de journaliste. Mais vous devez aussi montrer ce qui se passe très bien partout dans le pays, parce que c'est ça aussi la mobilisation des Gilets jaunes. D'autant plus ces gens qui ont des difficultés extrêmement graves dans la vie de tous les jours. Des gens qui ont leur toit qui menacent de leur tomber sous la tête, qui n'ont plus d'eau chaude, qui n'ont plus de chauffage chez eux, pour qui la fin du mois commence le 10, qui n'arrivent pas à nourrir leurs gosses. Voilà ce qui s'exprime. Alors Emmanuel Macron peut toujours botter en touche,
gauche, espérer un grand débat, espérer que la répression fasse son œuvre, que les images exclusives de violence qui existent, je ne les nie pas, mais qui ne représentent pas l'ensemble de ce mouvement, fassent en boucle les chaînes d'information. La réalité est toujours là, c'est que les difficultés sociales demeurent et que ce gouvernement n'y répond pas. Pire, par sa politique, il les aggrave. Vous savez, ça dépasse le cadre de notre désaccord politique, ce dont on est en train de se parler là. C'est un moment historique et il faut se hisser à la hauteur de ce moment. On ne reviendra pas à l'état précédent. Voilà, bon, très bon discours de ce monsieur qui appartient à la France insoumise, il faut le dire, hein, mais c'est un très bon discours qu'il a donné, qu'il a livré. Comme vous l'avez vu tristement, eh bien BFM, on est désolé, mais contribuer à la haine ambiante, vous avez du culot, hein, monsieur le journaliste, de parler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire contribuer à la haine ambiante? La haine, c'est pas vous qui la créée à travers vos informations délétères? Alors, quand un manifestant est touché au visage, œil crevé, mâchoire brisée, oreille arrachée, etc., ce n'est pas, comme on tente de nous le faire croire, un accident, c'est parfaitement volontaire et sur ordre. Les lanceurs de flashball sont équipés d'un viseur holographique ultra précis. Ce n'est donc jamais un accident, c'est une volonté politique. Voilà. Alors, à combien sommes-nous? Oh là 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 là, on a déjà passé 1 heure. Bon, alors j'en profite quand même pour vous montrer ceci. Ça va pas faire de la pub à Roubaix, à ce grand hôtel. Il y a un homme qui a offert à 2 SDF une chambre dans un hôtel 5 étoiles pour qu'ils dorment au chaud. Alors ils ont pris leur douche, ils étaient bien, ils ont regardé la télé. Et puis ils ont décidé d'aller fumer une cigarette, ils sont sortis. Et on n'a pas voulu les laisser rentrer. Pourtant, la chambre était payée. Donc là, il y a vraiment un problème juridique important. Sécurité à l'interphone. Voilà. Alors attendez, on va reprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la chambre d'hôtel, on est d'accord, je vous l'ai payée. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand on a fini de prendre notre douche, j'ai demandé à mon copain, viens, on va aller fumer une cigarette en bas. Le crack pop. D'accord. Je descends, on fume, ici, à côté. Ouais. Après, je repasse la carte. La porte, elle est bloquée. Le crack pop. Je suis obligé d'appeler l'agent de sécurité à l'interphone. Voilà. Ok. Je l'appelle par l'interphone, tout ça. Il ouvre la porte. Nous, on rentre, on se présente à l'accueil, tout ça. Il nous a refusé de rentrer dans la chambre. Et pourquoi? Parce que j'ai présenté la carte. D'accord. Et donc, il vous a demandé de sortir de la chambre. Bah, on ne pouvait pas monter. On ne pouvait pas monter. Alors que tout à l'heure, vous étiez installé dans la chambre. Ouais. Voilà. Vous avez eu le temps de prendre votre douche, de regarder la télé, de manger. Ouais. On voit encore que tu as ton sachet de nourriture. Donc, vous êtes resté combien de temps dans la chambre à peu près? Une bonne heure, hein. Bonne heure, ouais. Une bonne heure, hein. Ouais. Le temps de se rafraîchir, hein. Ouais. Ok. Et après qu'ils vous ont vu, ils vous ont demandé de quitter l'établissement. Ah, quand on était là. Quand ils vous ont vu fumer, ils vous ont demandé de quitter l'établissement, c'est ça? On n'a pas pu rentrer dans la chambre. Ils vous ont carrément pas laissé rentrer. Ils nous ont pas laissé rentrer. D'accord. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passait. Ben, la chambre, elle a été payée. Et l'hôtel, ben, il les met quand même dehors. Il refuse de les loger. Et c'est moi qui ai appelé le service de police. Il faut savoir que, ben, regardez, ils sont tous là. Et la finalité, c'est que je suis le client. J'ai payé pour mes amis. Qui sont SDF, c'est malheureux de le dire, mais oui c'est le cas. Je voulais leur faire plaisir dans un hôtel 5 étoiles, mais cet hôtel 5 étoiles de Lille, il n'accepte pas ce genre de personnalité. Et moi-même ce matin, on m'a refusé l'entrée pour un petit déjeuner. Donc c'est beau la France, liberté, égalité, fraternité, franchement, j'y crois pas trop. Et là vous voyez tous les forces d'ordre qui les ont virés dehors. Parce que c'est pas dans la charte de l'hôtel. Alors, je crois qu'il y a des règles. À partir du moment où la chambre a été payée, on n'a absolument pas le droit de refuser l'accès à cette chambre. Elle a été payée. Donc là-dessus, il y a un problème. Bon, mais ça, il y a des avocats qui peuvent s'occuper de cela. Ça va faire une bonne pub pour cet hôtel. Hein, c'est triste, je trouve ça lamentable, c'est triste. Bon, allez, ça fait beaucoup, hein.
aujourd'hui. Alors je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt avec de meilleures nouvelles. Ce serait souhaitable pour tout le monde et pour toute la France. Merci à toutes, merci à tous. Salut!